la communication que je vais livrer s'appuie sur des enquêtes que j'ai réalisées sur des différents groupes, différents espaces d'échange, surtout des forums qui portaient sur des médicaments, alors différentes catégories de médicaments, l'hormothérapie, des médicaments amaigrissants, des médicaments qui peuvent être utilisés par des jeunes à des fins détournées, donc non médicales pour aller chercher un buzz, des psychotropes, de la contraception de manière générale, et une revue de la littérature. Et je vais aussi m'appuyer sur les travaux de mes étudiants, dont plusieurs ont étudié des groupes Facebook. Donc voilà un peu la source. Alors ça s'inscrit, ce que je vais vous présenter maintenant, ça s'inscrit vraiment dans la lignée de la table ronde qu'on a eue tout à l'heure, où on essayait déjà, on voyait quelques-uns des usages du patient. Alors la première chose, quand on parle d'espace d'échange, c'est tous ces espaces d'échange, puis je vais les présenter un petit peu plus tard, quelle place ils prennent finalement dans la recherche d'informations en santé. Si on regarde les usages d'Internet par les Québécois, c'est à peu près 80% des Québécois qui vont utiliser Internet pour rechercher de l'information, toute catégorie d'infos. Si on regarde les usages pour la santé, cette enquête CROP de 2011 montre que c'est à peu près 60% des Québécois qui vont aller rechercher de l'information en ligne, mais vous voyez que ceux qui vont y aller régulièrement, c'est un quart des Québécois. Donc ce n'est pas tout le monde non plus qui est en train de rechercher de l'information en ligne. Ensuite, si on regarde qui, parmi les gens qui vont rechercher de l'information en ligne, vont utiliser les espaces d'échange, donc les médias sociaux. On n'a pas d'enquête au Québec, mais on a une enquête aux États-Unis où la proportion d'Américains est à peu près similaire. Environ 60% des Américains qui vont rechercher de l'information santé en ligne. Et bien là, on voit que c'est un peu plus du tiers qui vont aller rechercher de l'information sur les médias sociaux dans les espaces d'échange. 30% par exemple vont avoir lu une évaluation d'un soignant sur Rate Your MDs par exemple. 26% ont lu un témoignage de quelqu'un dans un forum par exemple. Et 16% des Américains, d'après l'enquête Pew Internet, disent qu'ils recherchaient spécifiquement des individus avec qui interagir, qui avaient la même problématique de santé qu'eux. Donc on voit que le fait d'aller rechercher un patient qui a la même expérience, qui a qui a le même traitement, qui vit le même processus de soins, c'est quelque chose d'important aussi. On l'avait déjà souligné dans le cadre de la table ronde. Alors, qu'est-ce que sont ces espaces d'échange? Ce sont toutes les plateformes du Web 2.0 où on va pouvoir partager des contenus, partager des images, des vidéos et construire collectivement de l'information. Donc, les plus anciennes, ce sont les forums, et notamment, par exemple, le forum Doctissimo, qui est le plus visité au niveau des forums francophones. 33 millions de visites par mois, 8,4 millions de visiteurs uniques, donc ceux qui reviennent. Les blogs, qui vont être notamment des blogs entre pairs. Alors ça va être je raconte mon processus de maladie. Alors, il y a eu pas mal de blogs sur le cancer et il va aussi y avoir des commentaires, des réactions à ce qui est présenté. Il y a évidemment des blogs qui sont créés par des professionnels de la santé ou des organisations, mais là il y a relativement peu d'interaction avec la population. Il y a les groupes Yahoo. Alors pendant un moment c'était assez fort, actuellement il y en a un peu plus de 155 000 qui portent sur les questions santé, mais on voit clairement que c'est en baisse et de plus en plus maintenant les gens migrent plutôt sur les groupes Facebook où malheureusement on a de grandes difficultés à évaluer le nombre de groupes Facebook parce que quand vous regardez pour une pathologie donnée ou une problématique le nombre de groupes, vous ne pouvez pas voir au-delà de 500. On vous dit qu'il y a au moins 500 groupes. Mais s'il y en a plus que 500, vous ne pouvez pas les évaluer. Mais c'est vraiment, alors certains groupes sont privés, d'autres sont publics. Il y a beaucoup de groupes privés sur des problématiques de santé où il faut donc demander d'être accepté. Mais c'est vraiment, on sent que c'est ce qui va remplacer les forums, qui reste encore le premier espace d'échange entre pairs sur la santé, mais on voit vraiment que ça migre vers Facebook. La plateforme Twitter aussi. Mais il faut voir que l'utilisation de cet outil, c'est environ 10% de la population au Québec. Donc c'est vraiment un outil qui est utilisé essentiellement par les leaders d'opinion. Par contre, on le voit en période de crise, comme ça a été étudié pendant la grippe H1N1, là il y a un pic d'utilisation de Twitter et il y a plus d'informations qui circulent.
La plateforme YouTube aussi est de plus en plus utilisée pour présenter des problématiques relatives à la santé. Donc voilà comment je gère mes effets secondaires. Moi qui étudie les jeunes qui parlent de médicaments détournés, alors ils vont faire des vidéos pour expliquer comment ils vont cuire leurs médicaments pour en faire une poudre et l'inhaler. Donc il y a toutes sortes de vidéos comme ça qui ont un rapport avec la santé. Donc certaines où on présente son traitement, où on présente son expérience. Et on sait que les jeunes de plus en plus recherchent dans YouTube des informations sur la santé. Donc c'est intéressant. Vous avez tout ce qui est salles de clavardage qui vont être disponibles sur certains sites, notamment des sites d'organisations qui s'intéressent à une problématique de santé particulière. Et vous avez aussi les applications mobiles, parce qu'il faut voir que les applications mobiles, parmi alors là encore on n'a pas d'études au Québec, il y a vraiment un besoin de faire des enquêtes sur l'utilisation d'Internet qui soit plus poussée que la simple « est-ce que j'utilise Internet pour aller rechercher de l'information sur la santé ?» Il y a vraiment un besoin dans ce sens-là. Mais si on se base là encore sur les enquêtes américaines, on sait que la moitié des utilisateurs de téléphones intelligents vont s'en servir pour aller rechercher de l'information sur la santé. 1/5 vont avoir une application mobile. Et chez les jeunes, on le voit dans le cadre de la recherche que je fais sur l'utilisation du texto pour intervenir auprès des jeunes, vraiment le téléphone, parce que je peux aller téléphoner, je peux aller l'utiliser en sortant de chez moi sans avoir le regard des parents, donc c'est vraiment plus facile. C'est très utilisé pour la recherche d'informations sur la sexualité, la santé mentale, l'usage des drogues, etc., où je suis sûre qu'il n'y aura pas de traces qui vont rester, enfin il y en aura, mais elles sont sur mon téléphone, de ma recherche. Et sur ces téléphones intelligents, vous avez, comme je le disais aussi, des applications santé. Et il y a différentes applications comme, par exemple, l'application pour le stress post-traumatique, où on vous propose des groupes d'échange. Vous pouvez en tout temps communiquer avec quelqu'un qui souffre aussi de stress post-traumatique, par exemple, et puis dire, ben voilà, j'ai tel symptôme, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des symptômes? Et on commence à mettre en place comme ça différentes applications pour la cessation tabagique, le fait de l'observance médicamenteuse, où on peut aller chercher le témoignage de pairs. Un autre espace aussi, c'est les wikis, où il y a une construction collective de l'information, donc tout le monde, normalement, supposément, pourrait écrire sur les wikis. Wikipédia est une des plateformes les plus consultées et par les patients, ça ressort dans les dernières études, mais par les professionnels de la santé aussi beaucoup. Mais par contre, c'est vraiment pas tout le monde qui écrit dans Wikipédia, c'est vraiment un petit groupe d'initiés, d'experts, donc on ne peut pas dire que ça soit un espace d'échange grand public. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'espaces d'échange différents et beaucoup d'opportunités pour les patients d'aller rechercher d'informations, mais aussi d'aller en publier. Alors, l'autre question, qui sont ces gens qui recherchent de l'information dans ces différents espaces d'échange ? Là encore, on a très peu de données, mais si on regarde le profil de l'utilisateur d'Internet santé en général, vous ne serez pas surpris de voir que c'est plutôt une femme, que c'est une femme qui a des enfants, parce qu'on se rend compte que 50% des recherches qui sont faites sur Internet sont faites pour un proche, donc les femmes, elles vont rechercher pour leurs enfants, pour leurs parents. Ce qui n'est pas nouveau, hein, le fait que les femmes jouent un rôle central dans la recherche d'informations et puis dans la tenue aussi des historiques de santé de tous les membres de la famille. Ce qui est assez marquant aussi par rapport aux usages d'Internet en général, c'est qu'on voit très vite, au-dessus de 50 ans, il y a vraiment une baisse notable au niveau de l'utilisation d'Internet, alors que dans la santé, puisque les problèmes arrivent plus nombreux en vieillissant, au-delà, même avec le vieillissement, il reste qu'il y a quand même une consultation assez importante, et avec le vieillissement des baby-boomers, qui sont une génération très habituée à utiliser Internet, ça va être encore plus marquant. Mais par contre, au niveau des forums, ce qui n'est pas facile à estimer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur les forums. Je ne sais pas, qui est-ce qui a déjà posé une question dans un forum santé ou dans un espace d'échange en ligne ? Vous voyez, vous n'êtes pas très nombreux. Et bien, vous reflétez à peu près la population. En fait, si on regarde dans les forums en général, c'est à peu près 10% des gens
qui lisent, enfin qui vont aller voir le forum, qui vont écrire et participer activement. Donc vous avez, selon les enquêtes, ça varie entre 8 et 15, mais la moyenne c'est autour de 10%. Donc vous avez finalement toute une part des gens qui viennent voir le forum dont vous ne savez rien, qui sont là, qui viennent, et on a peu d'informations, et on ne sait pas ce qu'ils font de l'information qu'ils viennent recueillir, si ça leur est utile ou quoi que ce soit. Autre question, de quoi parle-t-on dans les forums? Alors, on parle de différentes problématiques de santé, mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde de quoi les gens parlent, en fait, ça nous informe sur les fonctions et finalement à quoi servent ces forums. La première chose, c'est le partage d'informations et les récits d'expérience. On a parlé déjà plusieurs fois dans le cadre de ce colloque, sur la maladie, sur les traitements, sur les ressources. Alors, ça va être j'ai tel symptôme, et on va faire ce qu'on disait souvent un autodiagnostic, mais c'est pas exactement ça, c'est plus un pré-diagnostic. Je veux savoir si, un, je me dérange à aller voir un soignant, et deux, si j'ai vraiment quelque chose de suffisamment grave pour aller vraiment le déranger. Donc c'est aussi pour légitimer sa démarche de recherche d'information. J'ai mon diagnostic, j'ai pas trop compris zona, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller taper et je vais essayer de mieux m'approprier le diagnostic et d'essayer d'en parler aussi avec des individus dans différents groupes. Je veux comprendre les effets secondaires. Le médecin, les études de Claude Richard et Marie-Thérèse Lucier ont montré qu'il y avait relativement peu de temps d'échange dédié aux médicaments. Alors, on retrouve énormément dans les forums et les espaces d'échange, énormément des échanges vont porter sur les médicaments. D'ailleurs, il y a énormément de forums qui sont dédiés à des médicaments spécifiques. L'efficacité de traitement, les effets secondaires. Moi, je grossis en prenant la pilule, alors je veux voir, est-ce qu'il y en a d'autres? J'en parle à mon gynéco, il me dit, mais non, mais je vais aller voir s'il y en a d'autres qui vivent la même chose. Donc, c'est aussi pour valider ces informations secondaires. On va aussi retrouver des ressources locales, énormément. Je voudrais savoir où trouver un dermato, où identifier la ressource. Si j'ai un problème de stress post-traumatique, qui dois-je consulter? Quel type de clinique? Est-ce que vous avez quelqu'un à me conseiller? Donc tout ça, ça va être beaucoup d'informations sur donc, la maladie, le processus de soins, les ressources. C'est évidemment aussi un espace de soutien social, où on va pouvoir dire beaucoup de choses, parce que c'est sous le couvert de l'anonymat. Donc, je veux parler de l'herpès vaginal, ça va être plus facile dans le cadre d'un forum anonyme que d'en parler peut-être auprès de mes proches. Donc ça va être important aussi, toute cette ventilation de l'expérience de la maladie, des symptômes, etc. Et ça joue un rôle de soutien qui est documenté depuis longtemps. Un autre rôle qui n'a pas été celui-là, qui est plus récent, on se rend compte que ça a un impact énorme au niveau de la vulgarisation. Donc il y a énormément d'informations où on va parler d'articles qui sont publiés dans les revues scientifiques, mais on va en parler et les vulgariser, faire des liens vers des émissions, donc s'approprier d'une certaine façon collectivement le savoir scientifique, ce qui va permettre aux patients qui n'ont pas forcément tous la capacité d'aller lire ces revues, d'en tirer quand même un certain bénéfice. Dans certains espaces d'échange, on va même observer une construction collective du savoir, dans le sens où il y a une certaine expertise qui va se développer et qui n'est pas concurrente à l'expertise des cliniciens, mais parce que c'est moi qui suis aux prises avec la maladie, avec les effets secondaires. Dans certains cas, on va voir effectivement qu'il y a une construction. Alors c'est souvent dans des domaines où il n'y a pas de consensus, ou dans des domaines où les cliniciens se prononcent moins, par exemple la sexualité postpartum, donc là on va avoir plus de choses, ou des domaines à la marge et à l'égalité, alors ce que je vous disais tout à l'heure, les médicaments consommés hors du cadre médical. La grande question quand on parle des forums, c'est la question, puis c'est revenu à plusieurs moments dans le cadre du forum, c'est la qualité de l'information. Quelle est la qualité de l'information qui circule dans ces espaces d'échange? Alors, on n'a aucune étude qui nous permette, qui évalue de manière globale les espaces d'échange, et vous imaginez bien, il y en a tellement, et en plus, il y en a certains qui ne sont pas forcément accessibles publiquement, donc ce n'est pas évident. Il y a des études ponctuelles qui ont été réalisées, par exemple, Herbert et collègues ont recensé toutes les études sur les forums en santé mentale, et ils montraient que c'était 6% de l'information qui était, inadéquate, voire dangereuse. De manière générale, dans les études, ce qu'on remarque, c'est que souvent l'information est plutôt imprécise ou incomplète.
mais pas nécessairement de mauvaise qualité. Et une problématique, c'est aussi la mise à jour des informations. Mais la qualité, ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle est très variable parce que les espaces d'échange émanent de différents acteurs. Alors, il y a des espaces qui sont créés par les patients, par les organisations de patients, par des organisations, des ONG, etc. Donc, souvent, notamment s'il y a un fort trafic, il y a un certain autocontrôle qui se fait sur l'information, qui souvent on y trouve une information de qualité. Par contre, vous avez des forums qui sont créés, par exemple, par des compagnies qui distribuent des médicaments de contrefaçon, puis qui ne vont pas s'annoncer comme ça, hein, évidemment. Ils vont présenter ça comme si c'était un forum créé par des pairs qui vont discuter entre eux de tel ou tel médicament ou de telle problématique de santé, et ils vont vous refiler des informations positives avec des liens vers les pharmacies ou les commandés, qui ne sont évidemment pas des pharmacies légales. Et donc ces forums-là, on peut vraiment remettre en question la qualité. Vous avez des forums qui sont créés par les compagnies pharmaceutiques, et j'ai travaillé dans les compagnies pharmaceutiques, on le faisait aussi, on allait aussi quelquefois investiguer les forums et on parle des différents médicaments, donc c'est une pratique qui existe. Donc ça aussi, c'est sûr qu'on ne va pas présenter les effets secondaires des médicaments qu'on a sur le marché. Il y a des forums qui sont créés par des professionnels, comme par exemple le forum À Toutes de Dominique Dupagne, où là vous avez un contrôle de la qualité d'information qui est très important, mais vous en avez aussi comme le très célèbre forum Doctissimo, où on a toute une section éditoriale du site, donc on a l'impression qu'il y a un encadrement par des médecins, un site créé par des médecins, mais en fait toute la section forum n'est pas du tout modérée par une équipe de soignants, et il n'y a pas de contrôle à ce niveau-là, mais il y a toute cette impression qu'il y a un contrôle parce que l'autre partie du site est très largement révisée en partie par des médecins. La qualité va aussi varier selon le public. Si on regarde par exemple sur Twitter ou sur Wikipédia, j'en parlais tout à l'heure, par exemple sur Twitter, il y a eu une étude qui montrait au moment de la grippe H1N1 quelle était l'information qui était inadéquate dans les tweets qui circulaient, et c'était vraiment très limité. Mais par contre, vous avez tout type de forum, ça dépend aussi des problématiques. Et si vous tapez suicide ou méthode de suicide, vous allez trouver toutes sortes de forums qui sont même problématiques, où on va vous inciter à faire des pactes de suicide, vous donner toutes les meilleures méthodes pour vous suicider sans douleur. Et comme on sait que quand on est proche du passage à l'acte, le fait de pouvoir visualiser la méthode joue énormément. Donc il y a vraiment une problématique aussi à ce niveau-là. Alors, une autre question, c'est quel impact ça a sur finalement les pratiques, les attitudes, l'expérience de la maladie, d'aller rechercher de l'information dans ce type d'espace. Les enquêtes montrent, et on en a parlé ce matin dans le cadre de la table ronde, effectivement, si j'ai eu de l'information sur tel traitement, etc., ça va avoir un impact sur mon attitude à l'égard du traitement en question, etc. Et pourquoi est-ce que ça a tellement plus d'impact quand on parle des forums? Alors la première chose, déjà, dès qu'on est sur Internet, on est en mode pull, dans le sens où j'ai telle problématique, je vais rechercher de l'information. C'est pas comme si je passais devant un dépliant, devant une affiche, ou que j'étais exposée à une annonce à la télévision, où là, bon, peut-être ça va me concerner, mais peut-être pas. Là, j'ai une problématique et je vais chercher. Donc, a priori, je suis intéressée. C'est disponible au moment où j'en ai envie, donc je vais aller faire ma recherche. Ça me prend... Tiens, tout d'un coup, je me dis, ah, j'ai chaud cette nuit, est-ce que c'est la ménopause? Je vais rechercher tout de suite. Donc, ça peut être au milieu de la nuit. Donc, c'est très proche de l'expérience du symptôme. Autre point, et là, parce que ça, c'est propre à Internet de manière générale, mais si on regarde les médias sociaux, ce qui les caractérise, c'est que vous avez des interactions avec des individus. Or, on sait que dès que je vais pouvoir discuter de tel traitement ou du diagnostic, etc., ça va avoir l'information, je vais l'assimiler beaucoup plus. Dès que je discute, que je peux échanger, ça va avoir plus d'impact. Autre point, plus je suis exposée souvent à l'information, plus je vais la mémoriser et plus il y a de chances que ça entraîne un changement de comportement. Et dans les forums, finalement, les questions reviennent tout le temps. Donc, quand vous lisez les forums, vous êtes exposé assez souvent, et puis en général, les individus vont lire quand même un certain nombre, ils ne vont pas s'arrêter à la première réponse, ils vont lire une
une certaine part des échanges, et donc ils vont voir les mêmes questions et des réponses qui vont être apportées, donc il va y avoir ce phénomène de répétition. Et autre point, là plus technique, les forums, surtout quand ils ont un fort trafic, sont très bien référencés. Pourquoi Doctissimo met tellement d'accent sur leurs forums? C'est parce que les forums, regardez, tapez à peu près n'importe quel symptôme ou n'importe quel diagnostic dans Google, vous allez voir s'afficher Doctissimo dans les premiers, et ça, il remonte grâce au trafic qu'il y a sur les forums. Donc ça va jouer un rôle très important. Donc, quel impact aussi ça a au niveau de la relation médecin-patient? Ça, c'est des points qu'on a évoqués un petit peu. La première chose, c'est qu'on voit, on a cette idée que dans les forums, la qualité de l'information est mauvaise, ça va avoir un impact négatif. Donc, il faut nuancer ça. Il faudrait effectivement mieux évaluer la qualité de l'information pour pouvoir juger. Mais dans les études qu'on a, on n'a pas tant que ça de preuves qui est une qualité vraiment déficiente de l'information. Mais c'est à vérifier parce qu'on a relativement peu d'études. Au niveau de l'impact sur les patients, on voit, et c'est ce qui a été aussi qui est ressorti de la table ronde, que ça aide surtout les patients à s'approprier le savoir biomédical. Il y en a plusieurs qui vont dans les forums et qui disent « j'ai une consultation tel jour, est-ce que vous pouvez m'aider à la préparer ?» Et on en a parlé de l'importance de préparer, que le patient se prépare à la consultation. Parce qu'une fois qu'il arrive plus préparé, il ose plus poser des questions. Donc ça, c'est un impact direct. Il se sent moins seul de dire « ah ben, un tel a eu tel effet secondaire ». Je suis plus tout seul face au médecin à dire « j'ai tel effet secondaire, j'ai toute l'expérience des autres ». Et on sait que si le patient intervient plus, le médecin va plus être, et on l'a vu dans l'atelier de Marie-Thérèse Lucier et Claude Richard, va être plus tenté d'aller vers un modèle plus participatif. Donc, si le patient est incité à jouer un rôle actif, ça va avoir un impact. Ce qui est aussi frappant, c'est que globalement, on ne critique pas tellement le savoir biomédical et l'expertise des médecins. Dès qu'il y a une problématique, c'est « va voir ton médecin, c'est important d'aller consulter, etc. » Par contre, ce qui est beaucoup critiqué dans les forums, c'est la relation. Il ne m'écoute pas, il n'entend pas ce que je dis ou il y a telle chose. Et si vous regardez, il y a des études qui ont porté sur Rate Your MDs, c'est les mêmes critiques aussi qu'on retrouve de manière générale. C'est moins sur l'expertise. On veut faire confiance aux cliniciens. Ce n'est pas ça qui est remis en question de manière générale. Ce qui est remis en question, c'est plus au niveau de l'écoute. Alors, pour terminer sur les enjeux au niveau de ces espaces. Alors, un des enjeux, c'est évidemment la qualité. Alors, il faut évidemment penser à des façons de pouvoir améliorer la qualité. Alors, une façon, ça pourrait être, il existe des certifications pour les sites. On pourrait imaginer aussi des certifications pour des accréditations, comme on en a parlé, comme le code RON, qui pourrait être pour les forums. Les équipes de soins aussi pourraient, ou certaines organisations pourraient mettre de l'avant des forums où il y aurait une certaine validation de l'information par ces équipes-là. Et ça peut être, c'est pas l'idée de on va tout écrire dans les forums, mais c'est qu'il y ait un regard des soignants qui lisent. Et souvent d'ailleurs, les soignants que je suis amenée à rencontrer me disent je vois passer des choses, mais vraiment que je trouve pas tout à fait exactes. Je voudrais intervenir, mais j'ose pas, ou je sais pas si je dois intervenir, ou est-ce que j'interviens en disant je suis infirmière, j'ai vu telle information, ou je suis médecin, j'ai vu telle information. On ne sait pas trop, mais les patients apprécient beaucoup que les soignants soient présents. Donc en fait, il y a aussi ce mythe-là à combattre, que cette présence doit être valorisée et renforcée. Par contre, ça prend du temps tout ça, donc il faudrait sans doute envisager des façons de rémunérer ce type de présence. Il y a un médecin à Laval qui a créé le site Hellodoc, qui sont des forums comme ça, où il y a une validation qui est faite par une équipe de bénévoles, mais c'est très difficile à soutenir ce type d'effort. Donc il faudrait imaginer des façons de pouvoir rémunérer ce temps qui est passé à la validation. Parce que cette information n'est pas concurrente, elle est complémentaire. Le patient a besoin de l'information que va lui fournir le clinicien, mais il a aussi besoin de cette information et ces échanges entre patients qui vont lui permettre de s'approprier la maladie et le traitement. Merci.